Coucou tout le monde, nous sommes le lundi 13 mars, j'ouvre ce vlog en début de semaine et je me rends compte que vraiment la luminosité me fait moitié plisser les yeux. Et à la fois je vais pas vous faire une vidéo comme ça non plus, c'est pas terrible. Je vais essayer de pas trop plisser les yeux, bref je vais voir. Je reviens avec une petite réception, un livre terminé. Un livre que j'ai très envie de commencer, une lecture commune qui commence aujourd'hui. Je vais commencer par vous dire que j'ai terminé du coup la nouvelle ENC des éditions Hurlevent hier soir. Je devais rendre mon avis à minuit. Je l'ai envoyé à 23h03 très exactement. Le premier extrait du futur roman, de ce futur roman, va être dévoilé ce soir par les filles du coup des éditions Hurlevent sur les réseaux, donc autant vous dire que j'ai hâte de voir quel extrait elles vont choisir et de pouvoir vous le partager. Ce que je peux juste vous dire, c'est que de nouveau, on est sur un roman coup de cœur en fait, tout simplement. Pour l'instant, franchement, les éditions Hurlevent, c'est un sans faute. 4 romans édités. 1, 2, 3. Donc 4, enfin le quatrième à venir. Et franchement, sur les 4, c'est un sans faute, c'est un 4 sur 4, vraiment. Donc j'ai hâte de pouvoir vous dévoiler le titre et j'ai hâte de pouvoir vous dévoiler l'auteur. J'ai hâte de pouvoir vous dévoiler l'histoire, de vous en parler un peu plus. Mais vraiment, encore une fois, une excellente lecture. Voilà. Je voulais vous dire aussi que j'ai reçu très gentiment par la poste des petits goodies, en tout cas des petits éléments édités en parallèle du coup du dernier roman de Christelle Duchamp, L'île des souvenirs, aux éditions Archipel. Bon, je vais pas vous redire, mais vous savez très bien que Christelle Duchamp est une autrice que j'aime énormément et elle m'a fait envoyer du coup le marque-page du roman et une petite carte qu'elle du coup a signée. Et voilà, où elle me remercie pour mon soutien, pour les chroniques autour de ces romans. Et je m'attendais absolument pas à recevoir cette carte, à recevoir ce mot de sa part. Et vraiment, je l'en remercie parce que c'est vraiment hyper sincère et je prends vraiment beaucoup de plaisir à chaque fois à lire ses livres, mais aussi à partager avec vous mon amour pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle écrit, pour ses histoires. Donc voilà, et puis soutenir les auteurs, c'est un peu aussi ce qu'on aime faire, nous, sur les réseaux sociaux, Bookstagram, Booktube, etc. C'est à la fois l'amour de la lecture, mais aussi l'amour des auteurs et de ce qu'ils font. Voilà, lecture commune que je commence aujourd'hui, que nous organisons avec Manon, les lectures de Manon dans le cadre du Murder Party Challenge. Il s'agit des mystères de Fleet House de Lucinda Riley dans l'édition du coup éditée chez l'Archipel. Et nous sommes sur un thriller captivant au rythme effréné. Il me semble que d'ailleurs c'est le premier thriller de Lucinda Riley. Vous me contredisez en commentaire si c'est pas le cas et si elle a déjà écrit des thrillers policiers, mais moi il ne me semble pas. C'est un bon bébé qui fait 462 pages, donc voilà, je ne sais absolument pas en combien de temps je vais le lire, peut-être sur la semaine, mais à voir, parce que vous allez voir, j'ai une autre lecture en cours qui est donc toujours Recherche Gentleman Fortuné de Sophie Irwin, que j'ai laissé un petit peu de côté au profit du coup de l'ENC des éditions Hurlevent. Mais là maintenant que j'ai terminé, je vais pouvoir le reprendre. Ouais, j'en suis même pas à la moitié, mais j'ai vraiment hâte de le reprendre parce que j'adore cette lecture. En parallèle du coup, je vais lire celui-ci. Je vais peut-être me glisser une petite BD au milieu de tout ça. Je vais voir ce que je vais lire, mais j'ai bien envie de me caler une BD ou un graphique. Donc voilà, en gros pour mes lectures en cours de début de semaine. Et puis si, c'est surtout que j'aimerais vraiment aussi lire celui-ci de Christelle Duchamp parce que j'ai pas envie de le laisser attendre trop longtemps, celui-là. Et là nous avons une réception de la part des éditions Archipel. Et donc en fonction de ce que c'est, peut-être que je vais de nouveau me retrouver dans un gros dilemme, à savoir, est-ce que j'ai pas aussi envie de lire celui-ci? C'est lequel celui-là? Lisa... Ah ouais! Ah oui! Oui, bon bah voilà. Pff, oh là là. En plus, il est question d'art, alors forcément... Ah oui, mais pourquoi? Ah là là, Lisa Barr, la femme en feu, quand un tableau volé par les nazis fait couler le sang.
Voilà encore un livre qui me fait vraiment envie. Jeune journaliste ambitieuse, June se voit confier une mission délicate par Dan Mansfield, célèbre reporter d'investigation de Chicago. Ce dernier a promis à l'un de ses vieux amis de retrouver un tableau volé par les nazis, La femme en feu, dernière toile du peintre expressionniste allemand Ernest Engel. En France, Margot Delaurent, richissime héritière et galeriste de premier plan, a elle aussi ses raisons pour mettre la main sur l'œuvre, quel qu'en soit le prix. De la Seconde Guerre mondiale à nos jours, de Chicago à Amsterdam et Berlin, aucun tableau n'aura suscité autant de convoitises ni fait couler plus de sang. Ah, mais encore un livre dont les droits cinématographiques ont été achetés par Sharon Stone, qui produira et jouera dans le film. Oh! Oh oh oh, non mais voilà les auteurs. Arrêtez de faire des livres qu'on a envie de lire et des livres que potentiellement on va adorer. Ça suffit, à un moment ça suffit. Bon bref, allez. Je le mets avec le Cristal du Champ, comme ça potentiellement je m'enchaîne les deux. Il sort quand celui-ci? Peut-être qu'il n'est pas sorti, du coup je peux peut-être un peu le mettre plus tard, le 23 mars. Oui bah, autant vous dire que c'est demain. Enfin c'est la semaine prochaine, mais c'est comme si c'était demain. Bon bref, on va voir, mais oh là là, merci les éditions Archipel. Oh là là, vraiment les éditions Archipel, ils ont toujours des, je sais pas, ils ont des bonnes parutions, hein. Vraiment, ils ont des bons romans, ils font des bons choix éditoriaux. Vraiment, j'ai déjà que j'aimais beaucoup cette maison d'édition, mais en fait, je pense que je les aime de plus en plus. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai ma tarte au four qui, du coup, est prête à être mangée. Il est exactement 13h02, j'aimerais être de retour au taf à 14h. Et j'aimerais bien bouquiner en mangeant, donc je vais vous laisser là-dessus. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié le précédent vlog et à la fois vous commencez tout juste à le regarder puisque nous sommes lundi et que je l'ai posté hier dimanche. Mais voilà, merci déjà pour les quelques commentaires que j'ai reçus sous la vidéo. Et dans tous les cas, je vous reprends plus tard comme d'habitude. Le paysage de ce matin, j'étais obligée de filmer. Je ne m'en lasse définitivement pas. On l'attendait la neige, elle est là. Le ciel est bleu, le soleil brille. Journée absolument magnifique. Magique. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi soir le 16 mars, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends rapido, il est 20h et des brouettes. Alors cette semaine j'ai peu de moments de lecture puisque mes soirées sont toutes bien prises en ce moment. Mais du coup j'essaie de me rattraper dès que je le peux, à savoir le midi au taf. Et ce qui fait que j'ai emmené ce matin le Lucinda Riley avec moi, les mystères du Fleet House, et je l'ai oublié. J'étais vraiment à deux doigts là, tout à l'heure de prendre ma voiture et de retourner au taf puisque je vis à 5 minutes littéralement du boulot. Mais voilà, grosse flemme, et je me suis dit que, comme on peut voir derrière, ce ne sont pas les livres qui manquent. Du coup, j'ai décidé de sortir le Cristal du Champ, l'île des souvenirs. Comme j'ai une grosse phase de lecture possible ce soir, je me suis dit qu'il y avait moyen que peut-être j'arrive à le lire ce soir en intégralité si l'histoire me plaît et est suffisamment addictive pour que voilà, je puisse le lire en peut-être de 3 heures. Voilà, je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais en lire une bonne grosse partie ce soir. Je suis toujours également dans le recherche Gentleman Fortuné de Sophie Irwin, édité chez Calman Levy. Du coup je fais juste une petite pause puisque le dernier livre que j'ai lu, donc maintenant je peux vous le dire, mais je crois que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs précédemment, le dernier livre du coup édité aux éditions Hurlevent, du coup j'ai terminé la lecture fin de semaine dernière.
un extrait a été dévoilé et le nom de l'autrice, donc Sarah Mrs. Blue Claremont, a été dévoilé, ainsi que le titre, et je vous mets également le visuel de la couverture juste ici. Et en gros, on est sur pas des époques quasi similaires, mais une espèce d'ambiance un peu qui pourrait ressembler à la lecture ici. Et du coup, j'avais vraiment envie de quelque chose de complètement différent, une autre époque, une autre thématique, enfin d'autres personnages, j'avais vraiment envie d'autre chose. D'où du coup une petite pause par ici pour lire L'île des souvenirs ce soir. Et je vais éternuer. Et en regardant ma bibliothèque tout à l'heure, je suis tombée sur, je vais encore éternuer, ce livre de Marjorie Tixier à l'encre rouge. Je vous en ai parlé il y a quelques vlogs en vous disant que j'aimais beaucoup cette lecture. Et en fait, c'est une lecture que je n'ai jamais terminée. Et en voyant ce livre dans la bibliothèque, en me disant que je ne l'avais pas terminé, je me suis vraiment demandé, mais à quel moment je commence une lecture, je ne la termine pas, et je zappe littéralement le fait de ne pas l'avoir terminée alors que je l'aimais beaucoup. Et en plus, j'avais lu 177 pages, quoi, j'en avais pas lu 30. Donc je me dis que on va faire Christelle Duchamp ce soir, on va poursuivre la lecture de Lucinda Riley que j'espère finir d'ici dimanche. Et en parallèle, on va poursuivre cette lecture aussi parce que j'ai envie de le terminer parce que vraiment, je l'aimais beaucoup ce livre. Voilà un petit peu l'état des lieux de mes lectures du moment. J'avais également envie de vous conseiller un docu sur Arte que je suis en train de regarder. J'en suis au premier épisode et je crois qu'il y en a 3. C'est un docu sur Arte. De toute façon, Arte, je suis complètement fan de cette chaîne. Si vous ne connaissez pas ou peu, ou si pour vous, Arte égale chaîne pour les vieux qui font des mots croisés et des sudoku et qui jouent au bridge le week-end, détrompez-vous. Arte, c'est une ressource de dingue, de documentaires sur tous les sujets, que ce soit la musique, que ce soit la culture, que ce soit des sujets société, géographie, voyage, sciences, nature, nourriture, tout, mais vraiment tout. Et là, il y a une série de 3 docus, je crois que c'est 3 ou 4, sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Et c'est absolument fascinant puisqu'il a été décidé de reconstruire Notre-Dame de Paris à l'identique, mais du coup ils en ont profité pour en fait classer, on va dire, Notre-Dame de Paris comme site archéologique. Je crois que c'est le nom, enfin peut-être que je me trompe de vocabulaire de façon très précise, mais en tout cas c'est ce que ça veut dire comme site archéologique, ce qui fait que les moindres éléments qu'ils trouvent dans les débris de Notre-Dame de Paris, ils sont dans l'obligation de les analyser pour comprendre comment Notre-Dame a été construite, avec quels matériaux. Par exemple, ils ont découvert que les voûtes du coup de Notre-Dame de Paris, les pierres utilisées pour faire les voûtes de Notre-Dame de Paris mesurent 15 cm d'épaisseur. 15 cm d'épaisseur. Je ne sais pas si vous avez déjà visité l'église Notre-Dame, elle est très haute. Il y a des croisées d'ogives de partout. Le plafond, si je puis dire, 15 cm. Sachant que le premier exemple d'une église gothique, c'est ce qu'ils expliquent dans le documentaire, c'est Sens, la cathédrale de Sens. Et là, on est sur 35 cm. 15, 35. Bon, le ratio est pas bon, hein, parce que ça fait pas 30 et ça fait pas 15. Mais vous voyez un petit peu le truc. Alors que pourtant, Notre-Dame est beaucoup plus haute que Sens. Enfin bref, c'est absolument fascinant, et de se dire que vraiment, parmi les cendres, parce qu'il y avait des milliers et des milliers et des milliers de particules de cendres, etc., ils ont vraiment tout trié, mais tout, bref. Et ce qui fait que c'est un chantier absolument titanesque, parce que non seulement il faut reconstruire la cathédrale à l'identique, mais il faut aussi comprendre comment, à l'époque, ils ont fait pour construire ce monument absolument dingue. Et ce que je ne savais pas, c'est que l'architecte de Notre-Dame de Paris est complètement anonyme. Bon, est-ce que je vais réussir à tourner ce morceau de vidéo? Tout à l'heure, j'ai dû couper puisque la petite famille est rentrée. Entre-temps, j'ai pris ma douche, bref, d'où le changement de tenue. Je vais essayer de raccrocher les wagons. Du coup, je vous parlais du documentaire en plusieurs épisodes sur Arte autour
du chantier de reconstruction de l'église, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et j'en étais restée sur l'architecte puisque j'ai appris du coup grâce à ce documentaire que l'architecte qui a quand même construit ce monument patrimonial de dingue est complètement anonyme. On ne sait absolument pas qui a construit la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et là du coup pendant la coupure du coup entre les deux vidéos, j'ai continué à regarder le documentaire. Et en fait, ça réunit un nombre impressionnant de professionnels, cette histoire, notamment des scientifiques. Alors moi, j'ai complètement halluciné, puisque bien entendu, c'est un véritable, pour reconstituer du coup la partie détruite de Notre-Dame de Paris, c'est un véritable puzzle pour eux, puisqu'ils ont certains éléments qu'ils vont pouvoir remettre à leur place, d'autres qu'il va falloir créer. Et là, il y a des scientifiques qui ont un logiciel où en gros, ils ont pris plein de photos des gravats, ou en tout cas de Notre-Dame de Paris quelques jours après l'incendie. Donc tout était encore au sol, les gravats, les poutres disloquées, etc. Et donc ils ont pris plein de photos et en fait ils sont en capacité, grâce à ce logiciel, de repérer sur la photo prise quelques jours après l'incendie une pierre par exemple de construction. Et le logiciel est capable de l'élever et de la repositionner où elle est. En fait, le logiciel calcule en fonction de la position d'atterrissage, on va dire, de la pierre au moment de l'incendie, est capable de reconstituer sa trajectoire depuis, imaginons, je sais pas, le plafond, ou en tout cas, ben voilà, là par exemple, imaginons la coupole, j'en sais rien, est capable de retracer sa trajectoire et de redire, en fait, cette pièce du puzzle, elle était à cet endroit-là au moment de tomber. Enfin bref, moi ça me fascine complètement et je le trouve hyper passionnant ce documentaire, mais comme d'hab Arte, enfin je l'ai trouvé vraiment très fort. Donc si jamais vous ne savez pas quoi regarder, vous avez envie à la fois de regarder quelque chose d'assez dingue, de vous cultiver et d'attiser votre curiosité, franchement, mais allez voir parce que c'est vraiment hyper passionnant. Voilà, bon écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Il est 22h, je n'ai toujours pas commencé cette petite chose. Je pense que je vais avoir le droit à un petit biberon. Et après, je vais me poser pour bouquiner un peu. Avant de dormir... Excusez-moi. Si j'éternue pas, je baille, et là j'ai plus de batterie. Cette vidéo c'est vraiment n'importe quoi. Bref, je vous aurais mis normalement quelques petites images de ski juste avant. Ce n'était que la deuxième fois que je skiais de la saison. C'est quand même assez dingue de vivre à la montagne enneigée dans une station de haute altitude, et d'arriver au mois de mars et de se dire que ce n'est que la seconde fois que je skie. À chaque fois je me dis en début de saison j'ai le temps, et puis on a cette possibilité aussi ici de choisir vraiment son bon moment, la bonne neige, le ciel qui va bien, le soleil, enfin tout. Et au final là, voilà, on arrivait le 13 mars et je me disais mais en fait je n'ai skié qu'une seule fois. Donc là j'étais hyper contente et je ne pouvais qu'immortaliser ce moment de ski absolument fou. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous reprends avec, je vais encore bailler, avec du coup un livre terminé, un livre en cours, peut-être un premier avis sur le livre de Christelle Duchamp. En tout cas, dans tous les cas, je reviens vers vous dans quelques heures. Voilà, je vous retrouve comme d'hab plus tard. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette séquence des vidéos avec la voix un petit peu cassée. Je reviens, nous sommes aujourd'hui le samedi 25 mars, jour de mon anniversaire, disons-le. J'ai du mal à réaliser que c'est le jour de mon anniversaire aujourd'hui et que je viens d'avoir 36 ans. Et oui, les années passent.
je reviens un petit peu. Alors j'ai pas été hyper régulière cette semaine sur les vlogs puisque j'ai eu peu de temps de lecture et peu l'occasion de tourner des séquences vidéo pour la simple et bonne raison que il y avait ici à l'Alpe d'Huez cette semaine le festival Tomorrowland Winter. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a la version belge du coup tous les étés depuis de nombreuses années maintenant. Pour celles et ceux qui connaissent, vous savez que c'est un festival qui est absolument hors norme, absolument incroyable, que les décors de chaque scène sont voilà, vraiment tout porté sur le détail, sur la magie, sur la fantaisie, sur le fantastique, sur voilà, l'aspect très grandiose. D'ailleurs, je vous mettrai quelques images après cette séquence de vlog puisque ça fait la 3e fois qu'on accueille le Tomorrowland Winter du coup à l'Alpe d'Huez, que les 2 premières années j'étais enceinte et du coup c'était un peu la première édition pour moi de ce festival et j'en ai comme qui dirait bien profité. Voilà, ma voix en est clairement témoin. Dans la nuit de mercredi à jeudi, je n'ai dormi que 3 heures, donc autant vous dire que là j'encaisse un petit peu, mais bon bref, j'en ai bien profité, d'où du coup les images que vous verrez juste après, puisque j'en ai profité pour filmer quelques petites choses. J'ai reçu un colis que je vais ouvrir de ce pas. Je vais vous faire aussi 2 updates lecture. D'ailleurs, où est-ce qu'il est? Ah ben il est là. Update lecture du Marjorie Tixier à l'encre rouge et update lecture des mystères. Il est là de Fleet House de Lucinda Riley qui est juste ici. 2 livres du coup que j'ai terminés. Et je suis en train de lire le dernier Sophie Jomain que je devais lire en lecture commune avec les lectures de Marie cette semaine. Et au final, étant donné que j'ai été pas mal prise les soirs, elle a fini bien avant moi, et tant mieux d'ailleurs, parce que vraiment si elle m'avait attendue, je pense qu'elle aurait été hyper frustrée. Donc du coup j'ai hâte de finir cette lecture pour pouvoir en parler avec elle. Je vais donc de ce pas ouvrir le colis reçu avec vous. Alors il s'agit d'un énorme colis qui me vient des éditions Glénat. Alors Glénat, maison d'édition BD mais pas que. Pas trop faire de bruit parce que je vais essayer de ne pas faire trop de bruit puisque j'ai mes 2 petits chats qui dorment. J'ai vraiment la voix très cassée, hein. J'arrête pas de dire cette semaine que vraiment je pourrais faire du téléphone rose en ce moment. Alors je vais essayer de les sortir comme ça. Alors déjà pourquoi j'ai reçu des BD de la part des éditions Glénat, je vais vous expliquer tout de suite, vous allez mieux comprendre. En fait nous avons ici du 7 au 9 avril le festival de la bande dessinée. Ah et du coup, ah mais on a mis plein d'autres en fait. Nous avons le festival de la bande dessinée du coup organisé par les éditions Glénat chaque année depuis plus de 10 ans maintenant. Et du coup je suis en contact avec la maison d'édition Glénat dans ce cadre là, et ils m'ont proposé du coup de recevoir quelques bandes dessinées d'auteurs qui allaient être présents sur le festival. Ah bah, je pensais pas qu'ils m'enverraient tous ces BD là. Ah yes, trop bien. Celui-ci, je suis trop contente de l'avoir reçu. Alors, j'ai donc tout sorti. Du coup, voilà, comme je le disais, le festival de la BD organisé par les éditions Glénat, donc avec la présence de tout plein d'auteurs absolument géniaux pendant 3 jours, avec des dédicaces, des défis lecture, la dédicace la plus haute du monde puisque nous allons faire dédicacer quelques auteurs du coup au niveau d'un sommet. En fait on a un point culminant à l'Alpe d'Huez qui s'appelle le Pic Blanc, qui est situé à 3330 mètres d'altitude, et en fait dans le cadre de ce festival on organise du coup la plus haute dédicace du coup à 3330, où il y a quelques auteurs qui vont venir dédicacer leur BD depuis le sommet. Enfin voilà, il y a pas mal de choses organisées, c'est un événement que j'aime beaucoup. L'année dernière j'avais eu l'occasion de rencontrer Pénélope Bagieux pendant le festival, j'avais pu faire dédicacer une de ses bandes dessinées. Je vais vous présenter là rapidement du coup les bandes dessinées que les éditions Glénat m'ont envoyées.
il y a Sourire d'acier de Fabien Dalmasso qui est le premier tome, le grand effacement. Alors, je ne sais pas si vous êtes amateur de BD, peut-être que voilà, ces auteurs vous diront quelque chose. Celui-ci, j'ai hâte de le découvrir. Il s'agit de Plastoc, tome 1, l'empoisonnement, Nicolas Signarbieu et Maude Michel. C'est sur tout un univers anti-plastique. Donc je pense que ça peut être assez rigolo à lire avec des bestioles humanisées, des insectes humanisés. Je pense que ça peut être rigolo. C'est en 3 tomes. Le 3e tome est à paraître. Mauvais monstre d'Enzo Bercati. Voilà, juste là. Mauvais monstre, pareil, on est pareil sur un tome 1. Nous avons, alors je vais finir par celui-ci parce que celui-ci c'est vraiment celui que j'attendais. Alexis Nem qui est l'un des dessinateurs officiels de Mickey et ses compagnons. Là on est sur une terrifiante aventure de Mickey Mouse, Terror Island. Et j'aime beaucoup parce que les dessins sont vraiment à l'ancienne quoi. Ça c'est plutôt chouette. Je pense que je vais le lire avec mon petit chat, celui-ci il va bien aimer. François Bouc, alors ça c'est un peu moins ma cam, mais aussi bien je peux peut-être aimer en termes de dessin, hein. Le François Bouc qui s'appelle Bonne Sœur, les chines du dragon. François Bouc pour info, c'est le dessinateur officiel du procès de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Donc lui pour le coup j'ai vraiment hâte de le rencontrer, mais vous voyez ces dessins là, je suis un petit peu moins fan de ce style. Et le dernier que vraiment j'attendais avec grande impatience, et c'est l'autrice que j'attends le plus sur ce festival, c'est Si, pour la BD Anna et l'Entremonde. Je suis sûre que vous en avez entendu parler de celle-ci. Et voilà, j'aime beaucoup trop les dessins. Celui-ci vraiment j'ai hâte de le lire. C'est d'ici L'Entremonde web, même que, comme disent les anciens, il ne connaît de limite que celle de l'imagination. Et je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir lu, et c'est un tome 1, également tome 1, qui s'appelle Par l'Ouest vers les Indes. Le scénario du coup c'est Marc Dubuisson, et donc le dessin c'est C-Y. Voilà pour du coup la petite réception des éditions Glénat. Ensuite, update lecture, ça va tomber là, je sais ça va tomber. Voilà. Update lecture, du coup je vais commencer par le Marjorie Tixier à l'encre rouge édité chez Fleuve Édition. Pour rappel, mais je vous le disais en début de vlog, j'ai vraiment la voix très cassée. J'avais commencé et bien commencé, j'avais vraiment adoré, et allez savoir pourquoi je l'ai mis de côté et je suis retombée dessus il y a quelques jours en me disant mais en fait celui-ci vraiment je l'ai pas terminé comme livre. Du coup je me suis replongée dedans et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il est question de... alors c'est un livre quand même assez particulier. Il est question de Lisiane et Jolene qui sont les deux personnages principaux de ce roman. Lisiane et Jolene sont mère et fille. Lisiane est donc la mère de Jolene. Et Lisiane adore Dolly Parton, vraiment, d'où le prénom qu'elle a donné à sa fille, qui est donc Jolene, l'un des titres phares, si ce n'est le titre phare de Dolly Parton. Et il est fait beaucoup de références à Dolly Parton et à la musique dans ce livre. Et en fait, c'est un roman qui parle à la fois de la relation entre une mère et sa fille, dans tout ce qu'elle peut avoir de contradictoire, de violent, dans tout ce qu'aussi elle peut... Comment expliquer ? En fait, Lisiane et Jolene ont un rapport très particulier, à savoir que Lisiane, du coup, rêvait, quand elle était adolescente et jeune femme, de percer dans la musique, de devenir chanteuse et de devenir une star. Elle s'est entichée d'un musicien qui l'a mise enceinte, lui est parti et elle s'est retrouvée du coup enceinte de Jolene. Et au final, elle n'a absolument pas voulu s'occuper de Jolene, et Lisiane du coup a laissé Jolene à ses parents dans une auberge dans le Nord. Et en fait ce qui se passe c'est que Lisiane est une jeune femme psychologiquement très instable, très lunatique, qui souffre un peu du syndrome de la persécution, enfin un peu voire beaucoup même, et qui du coup
aussi entre c'est ma fille, c'est pas ma fille, je vais pas m'en occuper, appelle-moi maman, appelle-moi Lisiane, hop, puis finalement appelle-moi maman, non, puis finalement je suis pas ta mère en fait, je t'emmène avec moi, non, en fait je te ramène chez tes grands-parents, non, bah finalement en fait j'ai envie que tu sois avec moi. Donc il y a un peu ce rapport comme ça où c'est sa fille, elle veut s'en occuper, mais pas s'en occuper, elle sait pas trop quoi en faire. Elle la considère comme sa sœur, comme sa rivale, comme sa mère, comme son amie. Et au milieu de tout ça, il y a les parents de Lisiane, donc les grands-parents de Jolene, qui s'occupent de Jolene, qui considèrent Jolene comme leur fille, mais aussi comme leur petite fille, quand la mère de nouveau redébarque dans sa vie, qui doivent s'en occuper, mais pas trop. Et il se trouve que Jolene a elle aussi un talent plutôt certain pour la musique. Ce qui fait que ça rend encore plus, et qu'en plus elle est talentueuse, et donc du coup ça rend encore plus Lisiane jalouse. Enfin voilà, on est sur un rapport hyper conflictuel avec une Lisiane qui n'arrête pas de répéter à Jolene qu'elle ne l'a pas eu, que sa vie est une merde à cause d'elle, à cause de sa naissance, à cause du fait qu'elle est tombée enceinte à une époque où elle ne le voulait pas, que de toute façon son père l'a abandonnée, que de toute façon sa vie c'est qu'une merde parce que elle a ce fardeau à porter qu'est sa fille. Donc du coup, Jolene, peu importe les comportements, les attitudes, les non-dits, les insultes de sa mère, Jolene est dans une situation où elle lui pardonne absolument tout, sous prétexte que Jolene, depuis son enfance, on lui a répété que elle a pourri la vie de sa mère. Voilà. Donc c'est hyper lourd, et au bout d'un moment, en fait, c'est hyper oppressant, et on a envie de dire à Jolene, mais casse-toi, laisse ta mère de côté, fais ta life, réponds-lui, révolte-toi, enfin vraiment. Et en fait, Marjorie Tixier arrive vraiment à explorer ce rapport hyper négatif, hyper néfaste et conflictuel entre une mère et sa fille, mais vraiment en le poussant à son paroxysme. Et waouh, c'était très fort parce que j'ai ressenti des émotions hyper intenses, vraiment de colère, de révolte, mais à vouloir, ouais, comme je vous le disais, dire à Jolene, mais ta mère veut pas ton bien, en fait, c'est ta mère, mais à un moment, les liens du sang sont pas forcément plus forts que tout, et lâche-la, en fait. Bref, donc il y a plein de moments tristes, il y a plein de moments où on sent que Jolene prend son envol, mais non, du coup, sa mère, comme si elle la tirait par les pieds pour la faire redescendre comme ça, et repartir sous son emprise, enfin... Bref, vraiment j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé déjà un autre roman que le tien de Marjorie Tixier, et pour le coup celui-ci, ouais, vraiment très très fort dans ce que l'autrice arrive à faire passer comme ressenti et comme ressentiment surtout. Voilà du coup pour cet update. Second update, le Lucinda Riley, les mystères de Fleet House, que j'ai lu en lecture commune avec plusieurs personnes qui participaient au Murder Party Challenge que nous organisons et que nous avons organisé avec Manon, les lectures de Manon. Premier et seul, il me semble, policier thriller de Lucinda Riley. Mon seul regret, vous savez quoi, c'est qu'elle n'en ait pas écrit d'autres, parce que franchement, ou alors peut-être qu'elle en a écrit, mais ce sont des manuscrits qui ne sont pas encore connus, mais franchement, Lucinda Riley dans l'univers du polar et du thriller, waouh, bravo, franchement, ça dépote, vraiment. Là, il est question du coup d'un internat privé qui s'appelle Saint-Stephen, qui est situé dans la campagne du Norfolk. Et en fait, il se trouve que un jeune garçon, Charlie Cavendish, va être retrouvé mort dans son dortoir après avoir avalé 2 cachets pour soigner une maladie qu'il a. Sauf qu'en fait, à la place d'être des cachets contre cette maladie, c'était en fait de l'aspirine. Et en fait, il est extrêmement allergique à l'aspirine. Et donc il meurt sur le coup après avoir avalé ses cachets. Au début, on pense juste à une erreur en fait pas de prescription, mais les responsables en fait de l'internat, on se dit que en fait ils se sont plantés, et que c'est eux qui devaient déposer sur la table de chevet de Charlie du coup les cachets. Charlie n'a pas fait attention, hop, il a pris ses cachets et il est décédé. Or il s'avère qu'en fait ce n'est pas un accident, mais que c'est bel et bien un meurtre, et ce n'est pas le seul meurtre qui va arriver du coup dans cet internat pour jeunes garçons.
Et voilà, et là l'enquête commence avec Jazz Hunter qui est une enquêtrice qui a décidé de se retirer de la vie londonienne pour voilà, une petite maison dans la campagne de Norfolk où elle a envie de devenir artiste puisqu'elle était policière déjà avant. Elle achète cette maison, elle veut s'isoler après une séparation un peu douloureuse avec son mari Patrick qui lui aussi travaille dans la police avec elle dans la même équipe. Et il se trouve qu'en fait on vient la chercher pour cette enquête spécifiquement et qu'elle accepte et voilà. Je vais pas vous en dire plus, ce que je peux juste vous dire c'est que on l'a toutes vraiment lu assez rapidement, qu'on a toutes vraiment adoré et que voilà, le seul regret qu'on a c'est mais quel dommage que Lucinda Riley n'est pas sortie avant son décès, plus de suspense, plus de thriller, parce que vraiment l'écriture de Lucinda Riley, donc telle qu'on la connaît, les 7 sœurs, etc., adaptée à ce genre-là, mais c'est trop bon quoi, c'est vraiment trop bon. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre édité chez Charleston. Voilà du coup pour les 2 updates lecture et du coup mon livre en cours c'est le dernier, Sophie Jomain, que pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Après j'en suis vraiment qu'au tout début. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là juste après avec quelques images du fameux Tomorrowland Winter. Je vais essayer d'aller récupérer un peu ma voix et je vais sûrement conclure ce vlog ce soir. Voilà, ce sont encore les restes des 3 heures de nuit dans la nuit de mercredi à jeudi. Je vais sûrement vous faire une petite conclue ce soir ou sinon je la ferai demain matin avant de publier le vlog qui du coup s'étendra sur 15 jours. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais là clairement c'était impossible pour moi de publier un vlog le week-end dernier. Voilà, je vous fais plein de bisous. Dans tous les cas, je vous reprends pour conclure ce vlog plus tard. Et coucou tout le monde, nous sommes dimanche matin, je viens pour conclure ce vlog. J'ai avancé dans mes lectures hier mais pas assez pour vous en parler. Aujourd'hui là il fait vraiment pas beau du tout, il pleut, donc je pense que je vais finir le ménage du jour et me poser pour lire. J'ai un article aussi à rédiger de 150 000 signes. 150 000 signes, c'est... les signes, c'est les lettres, espace compris.
Je sais pas, ça représente entre 20 et 25 pages d'articles que je dois rendre pour le 7 avril. Donc autant vous dire qu'il faut vraiment que je me bouge et que je me mette à bosser. Donc je vais vraiment essayer de répartir ma semaine prochaine entre mes lectures et l'écriture de cet article. Donc je pense que mes pauses déj vont être partagées entre lecture et article. Et mes soirées, tout pareil. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine à venir. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.